J'ai invité d'ailleurs Kevin et Benjamin à nous rejoindre là pour ouvrir le débat, pour avoir un collectif. Donc, si vous avez des questions aux trois orateurs ou qui mettent en relation les différentes représentations. Ça peut être aussi être à l'un d'entre eux les questions qui peuvent être posées auparavant. J'en ai avoir une sur qui rejoint la présentation de Benjamin, et sûrement que Valentina aura quelque chose à dire dessus. Pour faire les groupes de participation, ce que tu envisages, est-ce qu'il vaut mieux aller impliquer, est-ce que c'est plus pertinent d'aller impliquer les consommateurs des produits agricoles, les riverains, les usagers de l'eau? Est-ce qu'il y a des populations qui sont plus à risque potentiellement que d'autres? Des populations qui vont être potentiellement plus impactées. Non. Sanitairement? Plus impactées, ça veut... Pour rebondir sur ce que disait Valentina, sur le fait qu'aujourd'hui, normalement, en termes de risque sanitaire, il y a deux réglementations différentes. Il y a effectivement l'ARS, mais qui est plutôt lié aux usages, et tout ce qui va concerner les usagers, c'est la médecine du travail, qui est censée le prendre en compte, aussi bien pour les ouvriers agricoles que pour les ouvriers issus du traitement. Donc l'ARS se détache complètement de ces risques-là en disant mais si ça se passe dans un espace de travail, c'est pas nous, c'est la médecine du travail qui doit fixer ces règles. Après, en termes de... ce qui est sûr, c'est que en termes de risque pur, je laisserai Valentina compléter, mais tout est un petit peu connecté parce que les agriculteurs, il y a une forme de pessimisme général qui se reproduit sur tous les usagers, où on va avoir un pessimisme des élus qui vont dire bah non, ça va jamais passer, donc je préfère pas y aller. Les agriculteurs qui vont dire bah non, faut pas que je me lance parce que les consommateurs voudront jamais acheter mes produits. Et finalement, les consommateurs, on les écoute jamais vraiment, ils sont jamais questionnés si on prend le faible pourcentage d'études qu'on peut avoir au niveau français. Et ça correspond plus en termes de représentation à un pessimisme d'acceptabilité qu'à des choses qui sont réellement mesurées aujourd'hui. Bon, tout d'abord sur l'acceptation de la réutilisation en général, on peut faire citoyen, mais tout, vous avez, je ne sais pas si vous avez un retour maintenant sur les discussions politiques, le problème que c'est très difficile de faire des auditoires un peu représentatifs. C'est trop souvent, il y a des personnes qui ont des positions un peu extrêmes dont on n'a pas quand même, c'est difficile de faire quand même des réunions avec la représentation de toutes les sociétés, d'avoir quand même une mixité et une participation active, parce que de toute façon, en France, la libération de la parole, ça dépend quand, mais j'étais à certaines réunions sur les problèmes écologiques, notamment j'étais sur la privatisation des barrages, qui est quand même les ressources naturelles et énergétiques, ils doivent rester propriété de pays. Moi, je suis contre la nationalisation des grandes industries, etc. C'est une erreur parce que sinon, dans quelques dizaines d'années, France va devenir chinoise. Mais bon, il y a sur les sujets qui sont vraiment très importants, qui est survie alimentaire et énergétique de la population. Dans les réunions, il n'y a pas beaucoup de personnes, malgré la communication, parce qu'ils sont impliqués, pas seulement sur l'emploi. De toute façon, une fois les Chinois qui ont pris le projet, c'est fini, la main-d'œuvre, c'est chinoise. Donc, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Ou bien, s'ils utilisent la main-d'œuvre locale, c'est bien contrôlé, c'est vraiment pas partout, c'est justement sur certaines parties avec l'objectif après de replacer. Vous voyez ce que se passe en Afrique du Nord, là où on les a fait faire. Donc c'est vraiment, même en Australie, j'ai des exemples, et c'est vraiment, ça fait peur. Donc de toute façon, ce sont des problèmes sociétals qu'en France, on n'a pas encore une conscience pour voir le danger. Et l'eau, c'est la survie, donc il y a les guerres pour l'eau. Ça représente un grand problème.
avec le changement climatique, on aura de plus en plus. Et c'est lié aussi avec l'autonomie, la sécurité alimentaire, parce que la France a une culture, production, agriculture, des bonnes pratiques des millénaires. Et une fois, quand on décourage pour le perdre, c'est après, on va attendre que c'est les Chinois qui nous nourrissent. Donc c'est fini la civilisation occidentale après. Donc c'est très important. Et l'eau, il est quand même au milieu de tous ces facteurs-là. Et c'est pour ça qu'on développe les projets de réutilisation, c'est vraiment la sécurité alimentaire, énergétique, etc. qu'on doit aborder. Après, sur la communication sur les consommateurs des produits agricoles, le problème, c'est aussi la connaissance. Pour le moment, il n'y a pas de projets qui revendiquent qu'ils mettent le label. L'eau réutilisée, ça peut être certifié que l'agriculture biologique, origine AOP, etc. Mais c'est dangereux de mettre irrigué avec l'eau recyclée parce que de toute façon, même si on met la terminologie recyclée, sérieusée, traitée, épurée, donc déjà les gens, les consommateurs qui ne connaissent pas, bon, ils vont être alertés. Et de toute façon, ce n'est pas équitable parce que les bananes ou les tomates de Maroc, même en Espagne, Murcie, etc., c'est très bien. Ils ont 29 stations, il y a 3 qui sont au niveau des normes, mais les autres, bon, il ne faut pas montrer les photos hein, de l'eau qui sort, de traitement. Donc, de toute façon, et après, ils me disent, l'eau, c'est totalement désinfecté. Et quand ils lavent les tomates, il y a eu une présentation au Murcie, c'est qu'ils étaient, ils ont 7 logs d'Escherichia coli. Mais j'ai dit, mais bon, vous produisez une eau d'irrigation sans moins de 10, c'est-à-dire complètement désinfecté. D'où vient cette eau-là? Ben, écoutez, ce n'est pas l'eau de pluie, c'est irrigué seulement avec ça. Donc quand même, vous voyez, donc, ce n'est pas possible parce qu'il y a l'autre contamination, mais dans l'eau de lavage, c'était pour la salade, donc d'avoir déjà cette eau-là, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas possible d'avoir ça dans les salades irriguées avec l'eau recyclée qui est complètement propre, aucun Escherichia coli. Donc voilà, entre la réalité et la communication, déjà sur le terrain, c'est différent. Même dans les pays développés, pays développement, n'en parlons pas. Et donc, ça ne se fait pas, ni c'est le projet, il y a le plus grand projet en Australie et le plus grand projet en Californie, les jardins de Californie et d'Australie. C'est près d'Adélaïde et près dans la Central Valley qui nourrissent les États-Unis et l'Australie, 30% presque de la production. Ils ont irrigué tous les produits maraîchers, y compris des fraises, etc., avec l'eau recyclée. Et de toute façon, l'eau naturelle disponible dans ces pays où il y a le soleil est la plus contaminée. Donc, mesurer ce que vous avez dans l'eau, dans les projets, on a fait. Ce n'est pas communicable, hein, même dans l'eau du canal, ici, ou bien Clermont-Ferrand, la rivière est vraiment très polluée. Mais quand vous voyez ce qu'il y a dans l'eau naturelle, etc., quand vous montrez aux agriculteurs, c'est très facile de montrer. Le problème, c'est que les ressources naturelles sont contaminées après des phénomènes de pluie, etc. Ce n'est pas tout le temps, comme l'eau usée. Si vous mesurez, c'est en fonction de l'heure, en fonction... Donc, sur les usagers, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que dans les bonnes pratiques, j'ai travaillé avec Ogema, au Bruxelles, sur agricole, ils ont les bonnes pratiques. Il y a les bonnes pratiques parce que entre les produits consommés crus, entre la procédure de production, voilà, il y a différentes étapes. Et le problème... Le contrôle, il y a l'eau, il y a les produits chimiques, il y a après dans le marché. C'est très difficile de contrôler ces étapes-là. Et les grandes crises alimentaires, de concombre que vous connaissez, il y a un autre des épinards aux États-Unis qui était causé pas par les épinards, c'était une importation du Mexique, mais de toute façon, tous les producteurs d'épinards, ils ont fait faillite. Et bon, c'est sur les concombres, il y a eu aussi des pertes énormes et changements de production en Espagne et dans d'autres pays européens à cause de cette crise qu'on
on a démontré que ce n'est pas. Donc c'est une communication qui est tout de suite, on dit l'eau. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire l'eau usée traitée, c'est une eau recyclée. De toute façon, une eau recyclée ou bien une eau repurifiée, on peut changer. C'est maintenant on discute est-ce qu'on régénérer, mais la régénération, ça ne veut rien dire. Repurifier, donc ça c'est ambigu. Il n'y a pas de bons produits. Le problème sur la qualité agricole, il n'y a pas ce contrôle-là qu'on doit. Nous, on est un pays qui a le contrôle assez strict et réglementé. Même c'est en Allemagne. En Allemagne, ils sont encore plus stricts du contrôle des produits alimentaires. Ils ont eu cette contamination et ils n'ont pas pu détecter la cause facilement. Justement parce que les produits alimentaires, vous avez vu le circuit. On le fait comme les hackers là, pour ne pas détecter de quel ordinateur il y a. Donc pour les alimentaires, c'est ça. Donc on ne peut pas contrôler. Et sur la protection de santé publique, je suis désolée, mais agriculture qui manipule le fumier, où il y a pas seulement les virus, mais il y a les parasites qui sont vraiment une menace beaucoup plus sérieuse que les bactéries et les virus. Et je sais de quoi parle parce que j'ai une expérience excellente, personnelle. Donc voilà, vous pouvez avoir cancer, Parkinson, démence à cause des contaminations comme ça. C'est là. Oh, voilà. Donc c'est très sensible et c'est pour ça qu'il faut discuter. Il faut informer, mais on ne peut pas mettre le label parce que maintenant, entre l'eau recyclée qui est plus polluée et les ressources naturelles, il n'y a plus de trucs très purs. Et les contrôles, malheureusement, bon, il y a l'unique contrôle fiable, c'est à la sortie de la station d'épuration parce qu'on peut le faire en temps réel. Benjamin, tu veux compléter? Ouais, je trouve qu'il y a un vrai enjeu autour de la réutilisation des eaux usées traitées, à sortir la réutilisation des eaux usées traitées des eaux usées traitées. Où si on regarde vite. Si on aborde que la solution technique réutilisation des eaux usées traitées, on va essayer effectivement de pousser cette solution-là, alors que, à mon avis, il y a une première chose à la repositionner dans un contexte hydrique où il y a un problème avec différentes alternatives, dont la réutilisation, mais il n'y a pas que la réutilisation comme solution potentielle, et de pouvoir déjà la repositionner à ce niveau-là avec différentes alternatives. Et après, la deuxième chose, c'est de repositionner. Si on se focalise aussi que sur les risques sanitaires de la réutilisation des eaux usées traitées, effectivement, on va avoir plein de problèmes, sans parler que finalement, on importe déjà des produits qui utilisent la réutilisation des eaux usées traitées, mais qui n'ont pas les mêmes normes. On mange plein de produits qui utilisent d'autres produits qui sont interdits dans la réutilisation. Donc, à regarder qu'un petit bout de lorgnette, que ça soit pour des enjeux hydrauliques ou des enjeux sanitaires, finalement on tourne un petit peu en rond et avec une réutilisation qui reste confinée parmi des experts identifiés. Si je peux compléter, il faut regarder l'eau pour l'irrigation comme un produit avec un cahier de charges défini. En fait, quand on commençait la discussion au niveau européen sur ça, on a attiré l'attention avec COGEMA qu'il n'y a pas de réglementation, sauf il y a en Autriche sur l'eau d'irrigation, où il y a 100 Escherichia coli, dont ils ont fait un projet de réglementation sur l'eau d'irrigation. Ils ont mis moins de 10 Escherichia coli au 100, et alors on a regardé la contamination dans les cours et donc on s'est aperçu que 90% des cours d'eau superficiels dans les pays nordiques, ceux qui justement mettent les bâtons de roue pour l'irrigation, justement pour Espagne, Italie et France, juste c'est là, ils se sont aperçus parce qu'il y a un rapport dont les données ne sont pas très accessibles, la carte avec la contamination microbiologique de leurs ressources. C'est rouge, c'est plus rouge que chez nous au sud, hein, vraiment en Allemagne, sur le nombre de Escherichia coli dans leurs ressources naturelles avec lesquelles ils irriguent. Donc c'est là, je ne sais pas, il y a un projet, j'ai vu le projet de réglementation sur l'eau d'irrigation, mais ce n'est pas faisable. Ça signifie qu'on arrête d'irriguer. On doit faire à la maison le tomate dans... Oui, merci. J'avais une question pour Nassimé Mouab, de SPA Biomargelus. Vous parlez de blocage par rapport aux publications. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de données qui ont été produites sur la question, où il n'y a pas des publics. Là, vous venez de citer, ces blocages-là, ils viennent d'où? Est-ce qu'on peut attendre un moment que ça sorte, sur toutes ces publications, ces rapports? Je peux vous dire, le problème, les blocages, moi je suis d'accord, justement parce que les médias, les journalistes, les communicants
en fait, au lieu de collaborer avec la recherche scientifique, très souvent, ils interprètent les données d'une manière erronée. Et une fois, quand c'est quelque chose publié, vous vous souvenez, c'est pour la crise dont il y a une publication sur Internet qui a commencé de dire pour la réutilisation et tout, c'est les réseaux sociaux, mais c'est les médias, hein, c'est après, c'est comme, c'est ou bien un slogan politique comme c'était à San Diego, donc ça peut être mal interprété. C'était avec le micropolluant organique, votre projet du IRSTEA sur quand on a fait l'analyse de l'élimination des micropolluants organiques dans les différentes filières de traitement. Ça, on a découvert que quand même 90%, la plupart des antibiotiques sont éliminés. Au lieu de dire ils sont éliminés, dans la présentation qui a été montrée à la télé, ils ont dit qu'ils restent dans les eaux usées. Bon, ça c'est aussi, voilà, et donc c'est très important d'avoir la communication, et de toute façon, il faut des incitations législatives, il faut l'appui, il faut quand même des objectifs. Voilà, quand il y a les objectifs, tous les pays qui font la réutilisation, il y a un objectif, réutiliser un pourcentage de l'eau usée, c'est dans leur plan de gestion de ressources hydriques, il y a, donc on promouvoit, on facilite, on donne des exonérés des charges, comme c'est le cas pour l'utilisation de l'eau de pluie en Allemagne, voilà, on fait une aide. Quelque part, il y a un objectif politique, comme c'est en Singapour, dans tous ces pays-là, il y a... Bon, ça ne suffit pas parce qu'il faut quand même une réglementation qui est acceptable, parce qu'en Australie, il y a un objectif gouvernemental de réutiliser 30% à perte, soit 100%. Des eaux usées traitées doivent être réutilisées, mais avec des normes aussi infaisables, ce n'est pas possible d'arriver à ces chiffres-là. Donc il y a la plupart des projets qui sont arrêtés. Il y a un projet de recherche de nappe à perte qui est mis le jour, mais on ne vous dit pas la recherche combien elle a coûté. La recherche a coûté pas 1 million, ça a coûté des centaines de millions de dollars australiens. On ne peut pas pour chaque projet se le permettre. Nice, une question. Je regarde que les collègues de VRL soient partis, parce que je voulais réagir par rapport à... Il en reste un, oui. C'était sur une autre question, mais je voulais réagir sur la réaction sur le schéma de Benjamin à la fin, dans la transformation du cycle décisionnel et la réinclusion. Je pense que la façon dont Benjamin a introduit les choses sur la critique de l'acceptologie, elle doit être largement étendue au-delà de la question de l'acceptologie des solutions techniques. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on discute par rapport à la faisabilité sociale et aux conditions d'instruction et d'information sur le choix, les incertitudes, etc., à tous les niveaux, renvoie en fait à des problèmes de diagnostic, c'est-à-dire de connaissance de la situation, de connaissance des problèmes, de connaissance des risques. Et en réalité, on est dans un triple crise de l'acceptologie. Celle qu'on voit le plus souvent, c'est l'acceptologie des solutions, en disant on a trouvé la solution, il faudrait que les gens veulent bien l'accepter parce que vraiment ça va sauver le monde. Mais en amont de ça, il y a une autre crise de l'acceptologie dans le domaine du diagnostic et de la clôture des problèmes. Et en l'occurrence, par rapport à tout ce qui a été présenté, il me semble, moi je suis un peu surpris par exemple, dans l'analyse de la problématique de la réutilisation, ou de l'utilisation de l'eau comme on veut, de ne pas intégrer de façon très couplée le problème du cycle domestique, de l'utilisation des eaux grises, des eaux brunes en milieu domestique, la question qui était évoquée complètement à l'autre bout du spectre de la labellisation et de la garantie avec une approche globale sur le cycle de l'eau et la certification d'une bonne qualité de gestion de l'eau au sens global pour un territoire, pour un produit, etc., avec les water stewardship et tous les trucs comme ça. Et ça, c'est un autre élément d'acceptologie, c'est-à-dire que la clôture qu'on met sur le problème en disant, ouais, il y a par exemple un problème de réutilisation ou d'utilisation intelligente de l'eau à l'intérieur d'un espace, ne questionne pas les pratiques et les usages en amont, donc on ne met pas dans la boucle de discussion ce qu'on fait vraiment avec de l'eau à un moment donné
dans différents espaces, comment on gère le domestique et tout ça. Et puis, il y a aussi les finalités. C'est-à-dire que c'est l'autre crise de l'acceptologie, elle est sur la finalité et sur le choix social, le choix politique, et en particulier relativement au risque. Donc ça a été évoqué largement. Il y a une non-maîtrise de la question du risque, pas du risque en tant que tel, mais de la question du risque, qui est vraiment problématique. Et c'est vrai que dans les défis qui se posent, alors certainement pas à l'échelle d'une thèse, parce qu'une thèse, il y a besoin d'encadrer, sinon on va nulle part, mais à l'échelle globale de la façon d'aborder ces problèmes, il faut accepter de prendre en charge socialement et techniquement en même temps les différents problèmes. Et je pense en particulier à cette notion de risque, parce que on a des collègues qui travaillent sur les risques d'inondation par exemple, et la façon dont on ne traite pas en fait socialement la définition de ce que c'est qu'un risque, la relation entre l'incertitude et la décision, etc., conduit effectivement à un principe de précaution universalisé, avec des effets de blocage, conduit à l'absence de recherche dans un certain nombre d'autres domaines, etc. Et donc, je pense qu'il y a d'autres sujets qu'il faudrait reprendre, par exemple en termes de participation, ça me paraît clair, sur le dialogue sur les risques, et derrière ça viendrait effectivement une nouvelle réflexion possiblement sur l'utilisation de l'eau, et ce que ça implique en termes de l'eau. Parce que, comme ça a été dit, la relation entre le déficit quantitatif, la crise quantitative et la réutilisation, elle est patente, mais il n'empêche qu'elle est séparée dans la discussion. Pas partout. Vas-y. Il y a des études où on nous invite à faire, c'est peut-être moins dans la recherche que dans le domaine de la gestion et lancé par des maîtres d'ouvrage opérationnels. On fait des schémas directeurs départementaux de ressources en eau, on fait des schémas, ce matin j'ai eu des discussions avec des collègues sur ce qu'on fait en Tunisie en ce moment sur un schéma national de la réutilisation des eaux usées, mais on a vraiment vendu une approche gestion intégrée. On ne va pas regarder les 119 stations tunisiennes isolément, on va regarder les nappes qui sont dessous, on va regarder les cours d'eau qui sont à côté, et pour chacune de ces 120 sites, on va se demander si c'est intelligent de prendre cette eau et d'en faire quelque chose plutôt que de la laisser. Mais toi, tu es expert. La question que je pose, si tu veux, c'est pas tant au niveau de l'expertise, parce qu'au niveau des experts, il y a des experts qui pensent de façon intégrée, je suis convaincu, heureusement. C'est pas courant, hein, mais c'est quand même, voilà. Moi, c'est au niveau social. C'est au niveau social que je questionne ça. Le fait qu'on n'ouvre pas, on met pas, on fait accepter le fait qu'il y ait une séparation des problèmes, on fait accepter le fait aussi que on ait défini l'aspect du problème à cette échelle-là, et puis on va faire accepter une solution technique, parce que c'est elle qui devient le plus évident, enfin technico-économique, parce que c'est toujours une solution technico-économique. Après, pour être un peu iconoclaste, je pense que sur ce sujet-là, dans les termes qu'on emploie aujourd'hui, dans le vocabulaire, ça a été évoqué pas mal dans le dernier exposé, il y a un vrai risque à porter complètement publiquement, de manière totalement transparente, ces questions-là. Ça peut être complètement retourné, c'est un risque peut-être à prendre, hein, mais ça peut être complètement désinformé, complètement... Ça, c'est mon avis, que des questions de quête sanitaire peuvent être mal traitées. Attendez, il n'y a aucun projet au monde qui a montré des risques, des problèmes sanitaires. Quelque part, vraiment, il y a eu des études. Vous savez, en Namibie, depuis 1968, il y a injection de 30% de l'eau dans le réseau d'eau potable vient des eaux usées traitées. Ils ont fait plein d'études et maintenant ils ont appliqué les modèles australiens, etc. Et voilà, donc il n'y a aucun risque sanitaire. À Californie, où il y a le réseau d'Ouvre, il y a eu des interconnexions. Il y a des gens qui ont bu l'eau réutilisée. Ils se sont plaints des mauvais goûts, de mauvaises odeurs, mais il n'y a pas eu les gens malades. Donc, ça, c'était... Stop. Bon, s'il vous plaît, excuse-moi. Donc, ça, c'était mis sur Internet jusqu'à une certaine année. Maintenant, c'est fini. Justement, pour ce que l'a dit le collègue, parce que ça dépend d'interprétation. Maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., tout ça, c'est un peu tout mélangé. De toute façon, la gestion intégrée des ressources, c'est la responsabilité du gouvernement et des trucs régionaux. Donc là, il y a la cahier des charges de quelle eau, etc. Et donc, on parle de risque sanitaire qui n'est pas sur les
la production, la réutilisation pour les usages non potables, ça c'est non, ce n'est pas le sujet clair. C'est une question de responsabilité et de plus de responsabilité tout d'abord des autorités et après à qui. Dans, ça je ne sais pas dans le projet européen, mais moi j'étais, bon, tout d'abord toutes les responsabilités ont été mises sur l'exploitant qui c'est aussi une aberration. C'est après ils ont essayé de le mettre jusqu'à le producteur agricole, mais ça je ne suis pas non plus d'accord parce que c'est très difficile, ça dépend lequel. Donc pour partager des responsabilités, donc tout d'abord on fixe une qualité à la sortie de la station d'épuration pour contrôler la pollution anthropogène et après on fait le contrat cas par cas en fonction des schémas avec les acteurs d'un schéma de réutilisation où on vraiment juridiquement on fait les responsabilités. Mais dans une norme globale de faire le partage de responsabilités, qui va faire l'étude de risque, c'est un aberrant. Moi je suis toutes les taux de risque qui sont théoriques. Moi je suis ingénieur, donc j'ai pris récemment, j'ai travaillé avec pas les bon aux États-Unis, le Olivier Riquier, le sommité. Donc, justement, il a montré, parce que le gouvernement californien il voulait introduire aussi les troubles de lock removal, ils ont dit, mais non, nous, on ne gère pas les risques sanitaires, avec tout, ils ont démontré, malgré la manque des problèmes sanitaires, du fait que les Australiens, ils ont dit, mais nous, on travaille sur une base scientifique qui est théorique, en fait, donc, avec tous les meilleurs sommités américains, ils ont montré que leur norme qui est la plus sévère, hein, les Californiens quand même aussi ils demandent, mais les Australiens ils ont mis une couche en plus et la réglementation européenne sur l'irrigation il met encore une couche par-dessus. Donc ça c'est aussi, ce n'est pas une question de risque, c'est une question de responsabilité, de clairvoyance de nos autorités. Voilà, et de comment les normes au niveau européen, ils ont fait une participation très large. Combien de personnes ont été pendant la consultation publique? Ben, il y a 40 personnes, il y a une personne qui prend la parole et qui a une expérience vraiment très limitée. Donc mais c'est catastrophique. Donc l'avenir, c'est comme la Chine, comme Singapour, un truc autoritaire, c'est point ça, et voilà, c'est ça. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Donc la démocratie, l'approche démocratique sur des projets comme ça, dont zéro, parce que ça, quand vous invitez tout d'abord qui sont venus, ceux qui ont eu le financement, ceux qui ont eu le temps, mais il y avait dans la salle très peu de personnes. Il y a très peu de personnes qui ont pris la parole, qui savent de quoi on parle. Et voilà, donc c'est ça l'expérience. Et si vous avez écouté la discussion dans le Parlement, bon, les élus n'en parlons pas, c'est fini, je dis je ne fais plus réutilisation, c'est fini. Non, mais, bon. Donc, labellisation, etc., il y a d'autres facteurs. Les risques, ils ne proviennent pas de la réutilisation. Il y a des grands risques et un autre. Donc la gestion quand même intelligente de l'eau, c'est il y a toute l'économie. Si vous montrez aux usagers qui doit payer, il faut tous les facteurs économiques, société pour à vision à long terme, les ressources en eau, qu'est-ce qu'on risque, l'économie de la région, c'est aussi l'emploi, c'est pour ça dans les facteurs sociétaux, c'est ça, ça doit avoir, maintenir l'activité touristique. Moi j'ai posé la question, là, il y avait les... Alors, non, bon, je ne sais pas, des pays nordiques qui voulaient tuer la réutilisation, voilà aussi pour... Mais j'ai dit, bon, écoutez, voilà, c'est eux qui viennent dans les côtes espagnoles, etc. Bon, vous êtes d'accord de venir dans un désert sans aucune fleur, aucun espace vert, sans la piscine? Ah, mais non, on ne parle pas de ça. Et vous parlez de quoi? Voilà, ben là, bon, de toute façon, au nord, ils ont plein d'eau, mais il n'y a pas de soleil. Donc, bon, il vient à la plage au sud. Ah, mais oui, mais en effet, on a besoin de... Eh bien, alors, on va irriguer avec quoi après? Non, mais... Benjamin voulait réagir aussi. Oui, c'est sur la perspective participative, où je pense que c'est important de ne pas mettre toutes les démarches participatives au même niveau, notamment par rapport à des enjeux d'échelle. Je pense qu'effectivement, une démarche de concertation européenne pour définir de manière concertée la nouvelle directive 4 sur l'eau ne sera pas du tout la même en termes de méthode, en termes d'objectifs, que de définir localement ce qu'on souhaite faire de nos usages de l'eau autour d'une station d'épuration, d'une rivière. Et du coup, je ne veux juste pas
quand on parle de participation, il y a effectivement différents types de participation avec différentes approches. Je pourrais se persuader que pour la réutilisation des eaux usées traitées, d'impliquer des acteurs qui vont derrière utiliser l'eau, qui ont peur d'être stigmatisés, avec des gens qui ont des connaissances sur l'eau, certainement pas des connaissances techniques pointues sur des questions de traitement, et encore qu'il y ait des démarches qui permettent de faire monter en compétences certains acteurs. La difficulté derrière, c'est de comment est-ce qu'on arrive à organiser cette connaissance collective pour qu'elle soit productive d'une décision pérenne et viable pour le territoire. Plus on monte en échelle, on le voit actuellement avec le grand débat, plus ça devient compliqué pour plein d'autres raisons procédurales. Mais du coup, moi, je souhaitais réagir sur le côté participatif, où je pense qu'au niveau local, il peut y avoir un bienfait d'impliquer les gens sur la pérennité et la viabilité des acteurs. La difficulté qu'on a, et là je rebondis un petit peu sur le point de Niels, sur le fait de mettre en avant comment est-ce qu'on arrive à discuter du risque et discuter des pratiques. Là, je pense que c'est là, quand on ouvre la notion de risque autour de la réutilisation des eaux usées traitées, il faut un sacré courage politique pour soutenir une telle démarche. Parce que derrière, on va commencer à remettre en cause les pratiques agricoles, de dire finalement on refuse d'irriguer des eaux pour tel agriculteur, mais en même temps on ne regarde pas vraiment l'eau qu'utilisent les agriculteurs actuellement. On ne regarde pas réellement ce qu'on consomme, ce qu'on mange, et du coup on se retrouve vite quand on identifie tous ces risques et à vouloir débattre de tous ces risques, avoir quelque chose qui échappe complètement, là pour le coup, aux enjeux territoriaux et qui implique d'autres expertises. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais en termes de courage politique, c'est complètement différent de vouloir ouvrir ce débat-là que de vouloir ouvrir le débat de comment est-ce qu'on peut discuter d'un problème local et quelles sont les solutions techniques, et en particulier, effectivement, une. Le tableau qui a été théorisé par Ulrich Beck, et c'est précisément les conditions particulières d'une nouvelle forme sociale qui sont derrière. En fait, dans la relation entre l'expertise technique et le champ participatif, en l'occurrence, il y a effectivement une dramatisation par le passage de la question du risque, mais il y a aussi une exposition par rapport à la réalité de ce que c'est qu'un risque, et notre collègue Frédéric Rouleau a fait sa thèse il y a, je crois, combien de temps maintenant, précisément sur ce type de questions, 20 ans, avec des dispositifs dont la fonction était de remettre en place la relation qui existe entre notre connaissance scientifique de ce que c'est qu'un risque, et je suis aussi ingénieur physicien, et ce que dans le champ social, on est capable ou pas capable de s'approprier par rapport à ça. Et quand tu le prends à l'échelle territoriale, pas simplement sur la question de reuse, la première étape, c'est l'étape d'abord de dire c'est quoi un risque et à quel risque on est exposé aussi. Il ne faut pas. Bon, c'est justement pour rebondir le monsieur qui a parlé des organisations, des NGO, des différents types d'associations citoyennes. Il y a maintenant une conscience écologique vraiment, et donc c'est même aux écoles et avec différentes associations, c'est très important. Et c'est pour ça la concertation, ces types de concentration au niveau local, ils sont très productifs. Ce qui n'est pas vrai au niveau européen, parce que justement quand on ouvre la discussion, et ça, quand vous regardez les réponses aux questions, quand vous regardez la consultation publique, il y a des trucs absolument aberrants, parce que toutes les personnes qui répondent sur des projets qui sont tellement multidisciplinaires et complexes, c'est difficile justement d'ouvrir une consultation comme ça ouverte, c'est pas possible. C'est la même chose, quand vous faites une étude sociologique, vous ne pouvez pas formuler seulement des questions ouvertes, parce que en fonction de vous allez obtenir n'importe quoi, et ce n'est pas possible de traiter les résultats. Donc il faut une méthodologie, c'est ce qu'il a dit Benjamin, et qui est vraiment développée pour le cadre, et prendre en compte tous les différents types de populations, et comment on fait, quel type de questionnaire, est-ce que c'est d'interview, d'avoir l'expérience, et vous ne pouvez pas mélanger les réponses des gens qui savent et ils connaissent les problématiques que des gens qui n'ont jamais entendu parler. Donc vous allez dans le supermarché, vous faites les mêmes questions, ce ne sera pas représentatif parce que bon, ils ne sont pas impliqués. Donc vraiment, la sélection de la population, il y a des règles dans la sociologie qu'il faut adapter à chaque projet. Et Monsieur. Oui. Oui. Oui, mais je dirais qu'en matière de réutilisation des eaux, des eaux usées, c'est en fonction de l'usage que l'on doit en faire, je dirais. Et lorsqu'on voit ensuite, il y a le problème de la réutilisation des eaux, le frein, il y a aussi le frein des lobbies.
Par exemple, j'ai pris tout à l'heure la position de la station d'épuration Maïra de Montpellier. On parle du site, comme ça tout le monde comprendra. C'est une station qui a été rénovée dans les années 2004-2005 et qui nous a coûté 150 millions d'euros. Dont 65 millions d'euros uniquement pour le tuyau qui va à 20 km de la station et à 11 km en mer. Pourquoi faire? Pour polluer la mer en permanence, actuellement, et pour polluer le laisse lorsqu'il pleut. Parce que la station ne peut pas l'absorber. Je dirais qu'à la même période, 2004-2005, on a parlé de San Rocco, nous étions en Italie. Pour 1,2 million d'habitants, cette station elle a coûté 87 millions d'euros. Nous, à Montpellier Métropole, 150 millions d'euros pour 470 000 équivalents d'habitants. Et maintenant, aujourd'hui, la métropole prévoit de mettre 120 millions de plus supplémentaires pour corriger les anomalies qui n'ont pas été faites. Et bien sûr, pour parler d'une amélioration, alors qu'en fait, il y a une amélioration, mais il y a aussi une extension. Voilà, c'est ce que je trouve un petit peu scandaleux et que je reproche. Parce qu'en définitive, jusqu'à maintenant, toutes les eaux recyclées qui ont été faites en France, d'ailleurs nous sommes en France les derniers de la classe, quand je dis les derniers de la classe, c'est que nous sommes les derniers au niveau européen. Je suis un féru, justement, de façon à ce que l'eau qui est utilisée pour le recyclage ne soit de bonne qualité au niveau sanitaire. C'est l'essentiel. Ensuite, ça dépend de l'usage qu'on va en faire. Si on voulait boire cette eau, et bien évidemment, je serais certainement pas d'accord. Ou bien alors, je mettrais des principes de base de contrôle très, très importants. Mais pour le recyclage, je m'excuse, mais par exemple, on a cité aussi Noirmoutier avec les pommes de terre, et bien c'est vrai qu'on a 30 ans d'expérience et on n'a aucun retour négatif sur la réutilisation des eaux. Donc je pense qu'il y a une mentalité à changer, et puis aller de l'avant, parce que si on recycle les eaux de la station Maïra, on va permettre par exemple, je ne parle pas moi de boire l'eau, je parle pour la réutilisation, pour l'étiage du lait. On est en train de payer actuellement entre 2 et 3 millions d'euros par exemple pour l'étiage du lait, alors que si on avait, au lieu de mettre 65 millions d'euros en tuyaux, on avait économisé 60 millions d'euros, et avec les 5 millions d'euros, on recyclait les eaux sorties de la station et on a réutilisé pour l'étiage du lait, ça nous permettait d'avoir une économie de 60 millions d'euros, mais en plus d'avoir un retour sur investissement. Et un retour d'investissement qui nous permettait donc d'avoir aussi des personnes, de créer des emplois. Au niveau de l'économie circulaire, on est en plein dedans. Voilà. Alors que maintenant, je pense qu'on va mettre 120 millions d'euros de plus pour apporter des améliorations, alors que les problèmes seront les mêmes, ils seront moins importants, mais ils seront les mêmes. Voilà, je suis désolé. Mais... Non, merci. Non, mais c'est un très bon exemple de... Oui, c'est un témoignage tout à fait pertinent. Il y avait une question de Francis, et après on va arrêter. Ça met le poids. Ça met le poids. Oui, enfin, bon, moi je suis complètement en dehors de cette de quelconque expertise sur ce domaine, mais les histoires de risque et d'incertitude me passionnent. Et quelque part, je trouve que l'exemple, enfin, le domaine que vous avez traité est d'une hyper complexité par rapport à des domaines qui pourtant font la une des journaux quotidiennement quasiment et qui apparaissent aussi complexes avec des controverses absolument inimaginables. Je pense par exemple à la vaccination en ce moment, qui est quelque chose qui paraissait assez simple, je pense, il y a 20 ou 30 ans, qui a été vu il y a peut-être 60 ans ou un peu plus, un siècle peut-être maintenant, comme une avancée extraordinaire, ce qu'elle était, je pense. Et maintenant, c'est devenu un sujet de controverse majeur, avec des discours complètement contradictoires, qui reposent tous plus ou moins sur des données réelles. Enfin, donc il y a des interprétations divergentes de données réelles. Et là, dans le domaine de la réutilisation de l'eau, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, potentiellement, je
je vois pas de solution. Alors, par contre, il y en a Parce une qu'il qui y a a- parce été qu'il n'y a évoquée pas des évidences. de façon peut-être très positive, je ne sais plus dans lequel exposé, lequel des trois, c'est que tous les exemples existants sont portés par des initiatives locales. Je ne sais pas qui a parlé de ça dans un... C'est moi, c'est partout. Bon. Tous. Non, mais donc voilà, donc je crois que là est peut-être la solution pour explorer la difficulté, c'est qu'en fait, si on essaie de traiter ça de façon globale, d'abord en parlant de risque, en fait, c'est pas du risque dont on parle, c'est des risques et puis des usages, comme ça vient d'être évoqué. Donc en fait, on n'arrivera pas à traiter du risque de façon homogène pour savoir c'est quoi de l'eau traitée et réutilisable. C'est pourquoi, par qui, où ça, enfin, pour améliorer quelle situation de départ, etc., avec quel risque, enfin, dans tous les domaines possibles et imaginables. Je veux dire, donc en fait, finalement, peut-être que la seule solution, c'est le cas par cas, vous en avez parlé aussi, enfin, la seule façon d'aborder réellement le problème est de ne faire intervenir que les gens réellement concernés. Parce que, bon, de plus en plus, j'ai l'impression que dans les controverses qu'on entend maintenant, il y a des prises de position de plus en plus véhémentes et contradictoires de gens absolument non concernés par les problèmes dont ils parlent, dont on parle. Donc en fait, je pense que là, cette histoire de cas locaux et d'initiatives locales, je veux dire, c'est le point de départ et peut-être d'arriver de répondre à cette question. Très rapide, on n'a pas tout le temps. Très rapide, enfin, je voulais juste rappeler deux points. Le premier point, c'est que au niveau mondial, il faut savoir que les zones qui reçoivent des eaux usées représentent à peu près 36 millions d'hectares sur les 300 millions d'hectares qui sont irrigués dans le monde. Ça, c'est une étude d'un géographe qui était assez intéressante, qui a analysé l'ensemble des surfaces irriguées en aval des communautés urbaines de plus de 500 000 hectares. Et sur ces 36 millions d'hectares, il n'y en a que 6 qui subissent au moins un traitement secondaire. Voilà, je trouve que ça, c'est assez intéressant. Et puis le deuxième point, c'est que finalement, on se pose des questions, assez compliquées de maîtrise du risque, parce qu'on a contaminé avec des matières fécales des eaux qui étaient propres à la base. Et je suis à 80% convaincu que l'étape suivante, c'est d'arriver, comme on fait pour les déchets domestiques, à séparer à l'origine, de façon à éviter d'avoir à gérer ensuite des gros volumes d'eau qu'on a contaminés avec soin. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on fait, nous, dans ce cas de figure, avec EcoSec, EcoFilae, entre autres un projet LIFE qu'on espère avoir. Et il faut savoir que équiper un logement avec un système de séparation, ça n'est que 1 000 € de plus que le logement tel qu'il est à l'origine. Et donc je pense que... Oui, mais ce n'est pas une solution universelle. On peut aussi qu'on pourrait mettre les urines encore en bas. Oui. Oui, oui, mais bon. Donc, un dernier mot, mais court, pour conclure, chacun, si vous souhaitez. Benjamin ? Ouais, je pense qu'effectivement, peu importe si on est sur une initiative locale ou même globalement, il y a un vrai besoin de multidisciplinarité pour la réutilisation des eaux usées traitées. En abordant les choses d'un point de vue social à travers les acteurs, j'ai des questions sur est-ce que je peux mettre autant d'azote dans mes champs, est-ce que mes tuyaux vont pas se boucher, est-ce qu'il n'y a pas de risque à cause des médicaments, est-ce que les gens vont les acheter, est-ce que ça va être rentable pour moi. Et on se rend compte que le nombre de questions qui est porté par des acteurs différents touche un grand nombre de domaines et de disciplines, et que ces disciplines aujourd'hui elles ont encore du mal à se parler. Il y a des événements comme celui-là, heureusement, mais même à mon avis dans nos laboratoires, il faut réussir à trouver d'autres manières d'interaction pour être capable de vraiment renforcer ces interactions multidisciplinaires qui sont à mon avis la base de la réussite de ces projets-là. Je suis plutôt d'accord avec ce que Benjamin vient de dire. Donc moi qui est plutôt focalisé sur des aspects technico-sanitaires,
je viens aussi à me poser des questions plus sociétales, etc. Et effectivement, cet aspect pluridisciplinaire est nécessaire et il doit vraiment être pris en compte dans la mise en place de ce type de projet. Ce que je voudrais dire, de toute façon, l'expérience de terrain, elle était toujours avant les réglementations qui ont suivi un peu pour encadrer. Ici, on participe à un phénomène qui est un peu le contraire. Moi, je pense que le titre de séminaire aujourd'hui, il tombe très bien. C'est la multidisciplinarité. Et pour pouvoir débloquer toutes les barrières et cette frustration, dans un pays qui avait une très bonne expérience dans leur utilisation, qui est la France et qui est devenue de première à l'Europe les dernières, c'est de faire des études de démonstration en développant tous ces parties multidisciplinaires, tous les aspects économiques, sociologiques, les risques sanitaires, le coût, avantage, de le positionner dans un contexte un peu plus global, de gestion globale du risque, de prenant tout le contexte un peu macroéconomique, parce que ce qui nous manque en France, c'est des études de démonstration qui vraiment étudient toute cette partie technique, sociologique et économique. Et donc, cette structure et la situation à Montpellier, dont on a tout le potentiel scientifique nécessaire. Je pense que du point de vue politique, avec l'agent de bassin, vous avez les puits et il y a des usagers, donc il y a toutes les conditions, mais on a besoin de quelques études de démonstration, mais qui tiennent la route et qui sont développées sur cette approche pluridisciplinaire pour démontrer l'aberration de différentes expériences et devoirs, et pour pouvoir après discuter sur quelle est l'approche à prendre pour les différents usages, parce que tout ça dépend quel usage et quelle échelle.